Salut et bienvenue dans la cabane de Bébert. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser à la nouvelle mode qui sévit depuis à peu près 1 an et demi en gros, qui est la réédition de consoles super classiques par les constructeurs originaux. Donc version compactée, compatible HDMI, voilà. Donc moi celle-ci, pour la petite histoire, je l'ai achetée l'année dernière, un petit peu avant Noël je crois. Bon, j'étais allé récupérer un jeu auprès de mon magasin favori et ils avaient ça en stock. C'était la dernière, j'ai dit allez hop, on se fait plaisir. J'avais carrément envie de me refaire du Super Mario Kart Super Nintendo, F0, enfin tout un tas de classiques qui étaient préchargés dans la console. Bon, la deuxième chose qui m'a motivé à l'acheter, c'est que j'avais déjà suivi un petit peu les informations qui circulaient à son sujet, et notamment la possibilité de la flasher pour pouvoir faire tourner d'autres plateformes dessus. Et bon, moi, ce qui m'intéressait en particulier, c'était évidemment la Nintendo première génération, pour pouvoir rejouer à tous les trucs que j'ai squattés étant gamin, à savoir le premier Mario, Castlevania, Kid Icarus, bon bref, tout un tas de jeux super classiques qui m'ont rappelé en plus de très très bons souvenirs. Alors, cette console-là, je vais pas vous dire c'est génial, il faut l'acheter, ou à l'inverse, vous dire c'est nul, passez votre chemin, parce que, enfin, en fait, c'est lié à la sensibilité de chacun. Ce qui est indéniable pour quelqu'un qui est vraiment passionné, adorateur et une petite tendance collectionneur, c'est que c'est un produit officiel. Donc, potentiellement collectionnable. Il est très beau, très bien reproduit. On reprend le plaisir de jouer sur des manettes où on a vraiment les sensations de l'époque. C'est pas mal. C'est pas mal. La seule chose que je ne comprends pas, c'est que il n'y ait pas un système d'achat de jeux en ligne afin de pouvoir compléter un petit peu sa collection et du coup qu'on soit obligé de la flasher et de télécharger sauvagement les jeux. Voilà. Bon. On met de côté. Suite à l'achat de ce truc-là, le flashage, machin, j'ai eu très envie d'aller un peu plus loin. Et donc, j'ai acheté un Raspberry et tout un tas de petits accessoires, et je me suis fait une Nespi. Alors ça l'énorme intérêt de ce truc-là, c'est que la capacité mémoire, c'est-à-dire sur la quantité de jeux que vous pourrez mettre dessus, elle dépendra d'une chose et d'une seule, c'est le volume de la carte SD que vous mettrez dedans. Donc techniquement, vous pourrez transférer, si vous avez à peu près 900 jeux de Super Nintendo et puis toutes plateformes confondues, vous pourrez même faire tourner de la Sega, enfin tout ce que vous voulez. Ça, pour ça, c'est super, c'est vraiment super séduisant. Le seul truc, c'est que c'est aussi super illégal si vous n'avez pas les jeux originaux, évidemment, que vous transférerez dedans. Dans les deux cas, si vous achetez ça, que vous le flashez pour ajouter 2-3 jeux, ou si vous achetez ça, il y a une chose qui pourrait vous chagriner, c'est le problème qui est lié à l'émulation en général et la latence qu'on peut avoir parfois entre le moment où on appuie sur le bouton et le moment où on déclenche la réaction à l'écran dans le jeu. Donc c'est-à-dire que sur des jeux de plateforme qui nécessitent un petit peu de dextérité et d'application, ça peut sérieusement vous handicaper. Sur un Mario Kart 64, bon, là, de toute façon, Mario Kart 64, c'est le plus mauvais qui gagne à chaque fois. Donc, bon, vous larguez votre pot de banane 10 millisecondes plus tard que prévu. De toute façon, elle finira à peu près au même endroit. Donc, bon, ça ne changera pas grand-chose. Alors, comme je viens de parler de Mario Kart 64, je vais quand même vous dire un truc. C'est que dans les deux cas, vous avez la possibilité d'ajouter un émulateur pour les jeux de Nintendo 64, mais il y en a très peu.
qui fonctionnent bien. Il y en a très peu parce que les développeurs d'émulateurs n'arrivent pas à trouver une solution vraiment fiable, fluide pour les jeux. D'autre part, pour la 64, hein, pour un jeu par exemple comme Turok, qui tourne très bien, mais et que moi j'avais adoré à l'époque sur la 64, bon, le problème, ça va être le choix de votre joypad et surtout le paramétrage des touches, puisque on avait un super stick central main gauche sur la 64 avec 4 boutons de direction, hein, pour avancer, reculer, aller à droite, aller à gauche, et ensuite les boutons, deux boutons là et la gâchette sous le joystick pour tirer. Donc là, c'est vrai que sur le paramétrage de la manette, sur des jeux comme ça, vous risquez sérieusement de galérer. Ceci dit, c'est très fun de construire soi-même sa console de jeu. Hein, vous choisissez le boîtier extérieur, vous choisissez de mettre une lumière de déco, vous choisissez tout ce que vous voulez. Après, sur les manettes que vous pourrez raccorder, hein, comme c'est de l'USB, alors là, vous trouverez absolument tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça, encore une fois, je vous dis pas que c'est la solution ultime, je vous dis pas non plus que c'est de la merde, c'est que ça présente aussi un certain intérêt. Voilà. La troisième solution, eh ben, c'est de racheter une originale. Et là, bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire, si ce n'est que bon, c'est beaucoup plus gros, que ça ne sera pas raccordable en HDMI sur votre télé. Bon, par contre, vous avez l'avantage du produit officiel, vous avez l'avantage du produit limite indestructible. Par contre, vous serez obligé de rester forcément, hein, sur la collection qui était prévue au départ. Bon, alors, si on parle en termes de prix, grosso modo, hein, pour le matériel en lui-même, que vous achetiez ça, que vous construisiez ça, ou que vous déterriez ça, ça va, dans tous les cas, vous coûter une centaine d'euros. Puisque ça, de mémoire, je crois que je l'avais payé 85 ou 90 euros. Qu'il faut se rajouter l'alimentation parce que vous n'en avez pas d'origine et que le chargeur de votre portable sera trop court pour aller d'un côté à la prise électrique, de l'autre côté à la prise de la télé. Le câble HDMI non plus n'est pas fourni, donc il vous en faut un. Donc un câble HDMI, grosso modo 8 à 10 balles. Un cordon de longueur suffisante, on va dire 5-10 balles, plus un petit transfo pour brancher. Voilà, donc là vous êtes à 100 balles. Avec par contre deux manettes qui sont livrées d'origine. Ça, au départ, la carte Raspberry, c'est un truc qui va vous coûter 35-40 euros. Bon, grosso modo, hein, quand vous avez ajouté la carte mémoire, sur laquelle il ne faut pas lésiner à la dépense parce que ça sera directement lié à la performance de votre bécane. Donc l'achat de la carte Raspberry, l'achat d'une bonne carte SD, les manettes, les cordons, les trucs, les machins, le petit boîtier pour la ranger, grosso modo vous êtes à 100 balles. Super NES d'occasion, une complète avec alimentation, cordon télé, manette et des fois un jeu. Vous tournez entre 50 et on va dire 60-70 euros. Et ensuite, ça sera les jeux supplémentaires, quoi. Donc bon, je vous dirais que aucune des trois solutions n'est ultime. Hein, et ok, super. Excusez-moi, la caméra a foutu le camp. Hop, aucune des trois solutions n'est parfaite. Hein, elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Bon, vous avez vu, hein, dans le cheminement, je commence par ça, je veux aller un peu plus loin, je me fais ça, et pour finir, je reviens à l'original. Donc bon, je sais pas trop quoi vous recommander. Bon là, le but du jeu, c'était vraiment de vous faire un petit comparo, un petit topo, pour que ceux qui hésitent encore puissent décider en conséquence. Bon, si vous optez pour la Super NES originale,
Sachez que certains jeux commencent à coûter vraiment cher. Donc c'est à voir. Après, bon, il y a des tas de solutions hein, qui existent, notamment les cartouches Everdrive. Donc là, franchement, c'est à vous de voir. J'espère que j'aurais pu vous en dire un petit peu plus sur ces 3 bécanes. Juste la dernière chose que je vais dire au sujet du Raspberry, hein, c'est que du coup, ayant ça à la maison, maintenant ça, celle-ci, je lui ai trouvé une nouvelle fonction qui est en fait une solution de console portable. C'est-à-dire que j'ai une petite power bank de téléphone portable, toute petite, une petite enceinte Bluetooth et un petit écran de 7 pouces qui est normalement dédié au système de caméra de recul pour les voitures. Alors bon, mis à part petite difficulté à bien paramétrer le Raspberry pour que l'affichage soit correct à l'écran, il n'y a aucune difficulté et tout mon ensemble rentre dans cette sacoche. Donc bon, si vous savez que vous avez à prendre le train régulièrement, si vous savez que vous allez partez en vacances au camping, qui a aucune connexion Wi-Fi, machin, et ben vous pouvez vous traîner une télé miniature, une console miniature pour pouvoir jouer à l'occasion. Voilà. Alors, pour conclure, je vous dirais que pour être vraiment heureux, il faut avoir les 3. Bon, ceci dit, ça représente un budget quand même, donc encore une fois, hein, je ne suis pas à vous vendre une solution plutôt qu'une autre. Là, vraiment, l'idée, c'était de vous dire quels sont les avantages et les inconvénients de chacune. Voilà. Maintenant, vous pouvez faire votre choix en votre âme et conscience. Et puis, je vous souhaite de bien vous éclater. Portez-vous bien et à très vite. Salut, salut.